Voilà, donc Monsieur Amblard, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands enjeux de la RE 2020? Alors, tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Merci, vous êtes très nombreux. Merci beaucoup d'assister à cette introduction de la journée et des réflexions autour de la construction et de la rénovation bas carbone. Alors, je vais vous parler de RE 2020. D'abord, permettez-moi, alors je ne vais pas revenir, vous avez sur l'écran les 3 objectifs de la RE 2020. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais simplement vous parler d'abord des 5 exigences qui sont induites à travers ces objectifs. 5 exigences que sont l'optimisation de la conception énergétique du bâti, et ce, indépendamment des systèmes. La deuxième exigence, qui est la limitation de la consommation d'énergie primaire dans les projets de construction, la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations, la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique et la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ces 5 exigences, mettez-les dans un coin de votre tête parce que vous verrez qu'il y a une résonance sur l'approche globale induite par la RE 2020. Ces 5 exigences, elles veulent dire quoi? Elles veulent dire que pour la première fois, nous, en tant qu'acteurs de l'acte de construire, acteurs de la conception des bâtiments, on a à notre disposition un outil nouveau, un outil qui a une approche globale. Et ça révolutionne tout. D'ailleurs, on a troqué le T des réglementations thermiques pour un E pour réglementation environnementale. Et ça nous oblige, dans notre conception, à avoir une vision globale. Et cette vision globale, elle se traduit concrètement dans ce que l'on doit faire pour la RE 2020, pour respecter ces réglementations, à travers 6 indices. Le premier, il était déjà connu, c'est le VBIO. Le second indice, qui est le coefficient de la consommation en énergie primaire, celui-ci aussi est déjà présent au niveau de la RT 2012. Et puis arrivent les nouveaux indices, ceux qui viennent un petit peu chambouler nos convictions, nos façons de faire, et qui nous obligent à nous remettre un peu à la réflexion de conception. Et notamment le fait d'avoir un indice de consommation d'énergie non renouvelable, un indice de consommation d'énergie qui indique un impact sur le changement climatique, un indice de construction également ayant un impact sur le changement climatique. C'est à ce niveau de ces indices qu'on reparlera d'ACV tout à l'heure, analyse de cycle de vie. Et puis un fait nouveau également qui est l'indice de degrés-heure qui vient nous donner des informations sur les degrés d'inconfort en période estivale. Il y a au passage un septième indicateur qui n'est pas directement présent, mais qui est la prise en compte des éléments relatifs à l'acoustique. Donc jusqu'ici, on avait des réglementations qui étaient purement thermiques, et pour la première fois, on a donc une réglementation qui vient balayer le bâtiment dans son ensemble et travailler sur la notion de carbone. On associe la recherche de carbone à la maîtrise de l'énergie. Oui, en ce sens, cette réglementation est un point de départ, en fait. Ça, c'est au-delà des enjeux techniques qui sont parfaitement décrits ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réglementation environnementale 2020, c'est un point de départ. Reculer jusqu'à la première réglementation thermique, et vous comprenez ça très bien. Les éléments qu'on a mis dans les premières réglementations thermiques, c'était assez léger du point de vue thermique, et on est allé beaucoup plus loin. On est en train de s'inscrire, bien sûr, dans l'environnement. Et ça, c'est la première fois, la réglementation thermique, même si elle parle de consommation d'énergie, est une réglementation économique en réalité. On est là pour travailler des charges que l'on ne sait plus payer suite à une crise énergétique. Là, on se préoccupe d'environnement, ça c'est le premier élément que ça change. On s'inscrit dans le temps long, et ça c'est le deuxième élément fondamental, c'est un enjeu majeur de la réglementation environnementale. On introduit l'analyse de cycle de vie, on analyse des bâtiments sur une cinquantaine d'années, on se pose la question du temps long.
Ça, c'est un changement radical dans l'acte de construire. Donc on est à la fois sur un point de départ, c'est certainement pas la dernière fois qu'on parle de carbone et d'environnement, on va continuer à pousser les feux et on verra tout à l'heure que ça accélère. Et on est sur un changement radical de la manière d'analyser l'objet bâtiment de construction. Donc il faut se redonner cet enjeu-là aussi, en plus des enjeux techniques de la RE 2020 qui, on le pense, sont au demeurant plutôt bien appropriés aujourd'hui. On s'aperçoit que les acteurs, derrière ce changement assez radical, sont en train de très bien comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette RE se met en œuvre concrètement sur le terrain? Oui, alors, je reviens. Il en manque une. C'est pas grave, Si, c'est celle-là. Si, c'est celle-ci, autant pour moi. Alors, sur le terrain, comment ça se passe sur le terrain? Moi, je fais souvent un parallèle avec le BIM, la maquette numérique. Non pas parce que la maquette numérique est obligatoire, on n'est pas du tout obligé de concevoir sous environnement BIM lorsqu'on travaille en RE 2020, mais sur la démarche intellectuelle qui s'opère. Je m'explique. Lorsque vous concevez une maquette numérique, chaque métier travaille sur une maquette architecturale, une maquette des lots techniques, des éléments sur le second œuvre, et puis on vient mettre en itération ces maquettes qui ont une interaction entre elles. C'est exactement ce qui se passe en RE 2020. Lorsqu'on va concevoir en RE 2020, on a expliqué précédemment toute la vision globale de l'approche de conception par rapport au bâtiment. Et par conséquent, lorsque vous allez faire un choix, qu'il soit architectural, qu'il soit technique, au vu des différents indices que je vous ai présentés tout à l'heure, les conséquences d'un choix vont induire des choix ou des non-choix sur d'autres éléments de conception. Je prends un exemple précis. Si on doit atteindre des fameux indices de carbone de construction, si je fais le choix d'une structure béton, qui est par définition moins performante sur certains aspects qu'une structure bois, et notamment par rapport au puits de carbone, je vais obliger l'ensemble de l'équipe à aller chercher d'autres solutions pour récupérer le carbone qui n'a pas été piégé dans ma structure bois, puisqu'elle est en béton. Et donc, on implique l'ensemble de l'équipe dans une conception qui se veut au même moment. C'est vraiment de manière simultanée. Et je dirais que avec la RE 2020, les ingénieurs qui conçoivent aux côtés des architectes doivent reprendre leur place et doivent assumer leur place de concepteurs aux côtés des architectes et de l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et non plus être des ingénieurs calculateurs au service d'une réglementation. Parce qu'on n'est plus là pour respecter des garde-fous, on est là pour rendre un cercle vertueux dans une conception. Voilà globalement, et le petit dessin que je vous présente là sur les slides résume vraiment cette vision globale, ces différents indices qui arrivent à une conception donnée et qui sont un équilibre entre les différents choix des concepteurs. Ce qu'on peut mesurer en plus de ça sur le terrain, c'est que je vais parler essentiellement de la dimension carbone, vous m'excuserez, parce que finalement sur la dimension énergétique, on est quand même dans quelque chose où on essaye de faire mieux, mais on savait déjà ce qu'il y avait à faire. Sur l'adaptation au changement climatique et le confort d'été, c'est une nouvelle métrique, mais encore une fois, il y a une forme de continuité. Donc je vais vraiment focaliser mon propos sur la dimension carbone. À partir du moment où il y a une nouvelle métrique qui s'exprime, bah, tout le monde s'y intéresse. Alors, il y a ceux qui découvrent complètement, il y a ceux qui ne découvrent pas du tout. Mais dans tous les cas, on est dans une espèce de camp d'entraînement où tout le monde se pose la question de c'est quoi la valeur et où est-ce que je vais aller chercher du carbone. Donc le match n'a pas commencé encore, hein, on y reviendra, mais il va falloir aller chercher beaucoup plus que ce que la RE nous impose de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la simple expression de mesurer ce carbone induit un nombre de changements très importants en fait, mais des choses toutes simples. Je vais prendre un exemple. Il y a 15 jours, on découvre que Soprema va mettre, à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, hein, les données carbone dans les devis. Ben oui, parce que nécessairement, si à un moment donné, dans la réglementation environnementale, j'ai besoin d'avoir le poids carbone en permanence, ben c'est une donnée qui, jusqu'à présent,
était importante, mais pas toujours nécessaire, aujourd'hui est nécessaire systématiquement. C'est des changements de cette nature-là. Et finalement, dans cette bataille contre le carbone, il faut aller le chercher partout où il se trouve. Ça tombe bien, comme on s'en est jamais occupé jusqu'à présent, en fait, des économies de gaz à effet de serre, il y en a beaucoup. Donc ce que l'on voit sur le terrain, c'est que c'est la chasse aux économies de carbone. On en trouve dans les produits de construction tels qu'ils sont fabriqués, et les industriels sont en mouvement pour dire bah, j'ai compris où ils sont dans mes process, ils sont dans mes transports, donc je modifie ma manière de faire pour amener des solutions plus bas carbone. On a des bureaux d'études, des architectes qui s'aperçoivent bah, qu'on est allé vite, et puis c'est vrai que l'exemple que l'on donne beaucoup et que j'aime beaucoup, hein, les sections de poteaux sur les appuis de rive des bâtiments sont les mêmes que les sections de poteaux au plein cœur du bâtiment. Il n'y a aucune raison de faire ça d'un point de vue mécanique, mais c'était plus rapide, ça évitait des calculs, sur le terrain c'était plus simple à faire, sauf que ça émettait du carbone en plus. Donc à partir du moment où tout d'un coup il faut faire mieux, et ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est que dans un bon nombre de cas, les seuils de la réglementation environnementale ne l'imposent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller chercher ces gains-là, sauf que comme on calcule, on voit, comme on voit, on change. Donc on est dans une dynamique d'entraînement où les gens sont en train d'apprendre à changer les pratiques. Parfois c'est des petits changements, parfois c'est des changements plus importants, comme ceux que vous mentionnez sur le collaboratif. Mais sur le terrain, là, tout le monde est en train d'apprendre à faire son métier dans un monde qui est un peu différent. Merci. Et comment envisagez-vous les étapes suivantes? Il y a deux questions dans votre question, si vous me permettez. Il y a l'étape suivante demain, là, ce qui arrive après-demain, hein, tout simplement parce que les premiers permis de construire RE 2020, ils vont être instruits en fin d'instruction, et donc on lance les chantiers, ça démarre. Et puis il y a la vision du demain de la RE 2020 et globalement. Sur le premier point, il y a une vraie interrogation sur la compatibilité de la RE 2020 avec le « on a toujours fait comme ça ». Par définition, vous avez déjà un peu l'idée de la réponse que je peux apporter, mais il y a une interrogation sur le fait que quand on est en commande publique, on est régi par une loi, qui est la loi MOP, et qui donne un cadre. Elle ne s'applique pas au marché privé, mais on sait très bien que l'activité que l'on fait en privé est calquée sur le raisonnement itératif, il est vrai pour tous les projets. Lorsque l'on est sur ces approches d'itération, il y a les fameuses analyses de cycle de vie dont je parlais tout à l'heure et que Julien évoquait également. Ces analyses, elles nous imposent de faire des métrés, et ces métrés doivent arriver à un certain moment dans la loi MOP, version RT 2012 par exemple. Sauf qu'avec les ACV, il faut qu'on les fasse plus tôt. Donc ça pose des interrogations sur finalement l'évolution, la compatibilité et l'évolution des différentes phases de la loi MOP pour être en cohérence avec ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire au regard de la RE 2020. Ça, c'est le premier point de l'étape d'après. Le deuxième point de l'étape d'après, ou plutôt le petit 1B, je dirais que c'est en phase chantier. On a vu qu'une conception arrive à un point d'équilibre. Les entreprises, lorsqu'elles s'emparent d'un chantier qu'elles vont mener, elles ont des habitudes, des savoir-faire, des accords avec des fournisseurs, et bien souvent elles proposent des variantes. Elles changent un objet, un matériau contre un autre objet, un autre matériau. Eh bien, lorsqu'on va prendre en analyse de cycle de vie, lorsqu'on va prendre les différents indices et qu'on propose une substitution, on risque de déséquilibrer tout l'équilibre prévu. Alors, ça se gère, mais par contre, ça impose de reprendre des calculs, de retrouver d'une manière ou d'une autre l'équilibre prévu. Et ça impose des prestations, qu'elles soient intellectuelles ou pas, peu importe, mais ça impose des prestations qui n'existaient pas. Donc, il va falloir, dans l'étape d'après, se mettre les mains dans le cambouis, se regarder dans le blanc des yeux et se dire « Ok, ça, c'était pas prévu, comment on va le gérer ?» Parce que ça va nécessairement arriver. Nous, aujourd'hui, quand on monte des équipes, on commence par poser la question « Ok, qui s'occupera de faire les ACV ?» Le bureau d'études, le bureau d'études environnementales, l'économiste, peu importe. Le but est de se poser la question et qu'on y réponde.
parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser un flou et puis en se disant on verra bien en chantier, et c'est là qu'interviennent les problèmes. Donc il y a cette question de la notion de le demain matin qui arrive début novembre, fin novembre, décembre. On est en chantier, comment on le gère? Ensuite, il y a une autre interrogation qui est de dire que la RE 2020, toute vertueuse qu'elle soit, et je le pense vraiment, elle ne s'adresse aujourd'hui qu'à une toute petite partie du bâtiment, qui sont les bâtiments neufs, et encore, pour le moment, une partie seulement des bâtiments neufs, alors qu'on a un parc énorme, et d'ailleurs, le thème ici, c'est bien construire et rénover en zéro carbone. Et aujourd'hui, le seul outil que l'on ait pour la rénovation, c'est la RT existant, qui est l'équivalent de la RT 2005. Si on veut aller plus loin, il faut être clair, l'étape d'après, c'est une RE 2020, en tout cas dans son état d'esprit, appliquée aux éléments de rénovation, avec cette vision globale et non pas uniquement la RT élément par élément ou la RT existant. C'est fondamental de comprendre ça, c'est-à-dire qu'à la fois on a une construction neuve qui ne représente qu'1% du parc, une rénovation qui globalement on peut retenir 1%, c'est complètement faux, mais c'est pas très grave, ça reste trop peu. Maintenant, si vous regardez les chiffres des émissions de gaz à effet de serre au niveau du territoire, pour construire 1% du parc existant et rénover 1% du parc existant, on émet un tiers des émissions de gaz à effet de serre via les produits de construction nécessaires à le faire. Dit autrement, si vous devez massifier la rénovation et que vous ne décarbonez pas en même temps les produits que vous utilisez, vous aurez le plus grand mal à passer de 150 millions de tonnes à 96 millions de tonnes à échéance de 2030. À la question au-delà de la RE 2020, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde ces chiffres, on se dit que tenir ça dans 10 ans, si on s'en tient à ce qu'on a fait pour les performances énergétiques, ça paraît finalement, somme toute, faisable. On n'est pas entraîné, on ne sait pas bien faire le carbone, on nous dit de faire 50% de moins d'ici 10 ans. Il est très très probable que l'on sache tenir ces engagements-là. En 2050, c'est ça dont on parle. Ce que ça veut dire, c'est simple, c'est qu'on a 10 ans pour passer sous les 96, grosso modo, en faisant les choses comme on les fait un peu aujourd'hui à la sauce bas carbone, c'est jouable. Mais à un moment donné, il faudra basculer dans quelque chose de différent. C'est-à-dire, on a 10 ans pour baisser notre manière de faire business as usual, et on a 10 ans pour préparer une manière de construire radicalement différente pour nous permettre de nous projeter vers quelque chose où les progrès ne sont plus de la même nature. On sait très bien de quoi on parle. Hein. On parle aussi d'une économie beaucoup plus circulaire, où si vous ne réemployez pas les matériaux, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Je crois que ce que ce graphique nous dit, il est d'une violence inouïe. Hein. Ce que ce graphique nous dit, c'est que 50 millions de tonnes de carbone émises pour l'usage des produits de construction que l'on fait chaque année, ça ne tiendra pas si on décide que c'est effectivement ça l'objectif. Donc la dimension de circularité, la prolongation des objets dans le temps, avoir des durées de vie plus longues, des remplacements, des produits que l'on peut remplacer systématiquement, rien aujourd'hui dans un bâtiment neuf ou dans un projet de rénovation n'est prévu pour être démonté. Quand je dis rien, c'est parce qu'on en a quelques exemples, fort heureusement, mais on en a très très peu. Donc le premier point, au-delà de la RE 2020, c'est que sur le carbone, il faut bien avoir en tête qu'on vient de passer la première, il faudra passer la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la surmultiplier d'ici 2050. Le deuxième sujet, clairement, et vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est il y a du carbone, et puis il y a aussi de l'eau, il y a aussi de la biodiversité, et donc on a tout un tas de sujets, on a le confort, bien sûr, au sens large, et donc, bien évidemment, on va aller à cette chasse à la très haute performance carbone en restant dans un cadre où ce que l'on veut faire, c'est des bâtiments désirables avec des performances aussi qui les rendent agréables à vivre. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. On peut applaudir nos intervenants. Voilà, donc là, on a bien planté le décor.